projet consiste simplement à créer un équipement pour un Robopub. Donc c'est un petit robot que l'on peut commander à distance. Et donc notre projet consiste tout simplement à faire que d'une autonomie grâce à une télécommande. Nous pouvons larguer une trousse de secours, un talkie-walkie et pouvoir filmer dans des états de lieu, par exemple dans des canalisations, pour les personnes qui sont en danger. Cela permet donc de visualiser les différents dangers ou tout simplement de voir l'état des victimes. Donc c'est un projet qui permet par exemple à une utilisation, un éboulement. Ça va permettre, si une personne est coincée, de lui donner des premiers secours, donc par exemple des pansements, etc. Et c'est ce qui va permettre aussi de communiquer grâce à un talkie-walkie. Et après, en faisant retourner le robot, on va pouvoir, grâce à un ordinateur, visualiser l'état de la victime ou l'état des lieux. Par exemple, s'il y a du gaz, pour pouvoir, à une équipe, pour aller secourir la personne, nous pourrons visualiser par exemple les tuyaux. Travailler sur le parking de rechargement intelligent. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un accompagnement personnalisé par rapport à l'utilisateur avec une première partie qui va concerner le web, avec la création de l'utilisateur, de tout ce qui va être compte, solde et tout ça. Après, ce qui va être la gestion du parking qui va concerner l'attribution, le comptage d'énergie, qui va après relier avec justement le réseau électrique, avec le type de voiture, ce qu'elle peut consommer, le maximum de la batterie, le coût, et envoyer tout ça en fait dans un système de boucle qui va justement envoyer toutes ces données en facturation sur le web dans la partie utilisateur. Alors notre projet se base sur le secourisme. C'est une commande d'un secouriste qui nous a demandé de faire une pompe pour simuler une hémorragie, pour l'aider quand il entraîne le futur secouriste à faire le bon geste sur l'hémorragie. Et en fait, on n'a pas fini encore, mais on va mettre un système. Quand il bloque, ça va mettre le moteur ça va faire consommer plus et du coup on va le capter et pour éviter qu'elle pète, on va faire couper la pompe. Et du coup quand il fera le bon geste, la pompe sera coupée. Et on a fait aussi un système de GPS, c'était aussi avec la commande, où en fait il y aura sur l'application téléphone pour envoyer l'adresse et l'opérateur pourra récupérer l'adresse et sur une carte afficher le point où se situent les pompiers, pour pouvoir mieux coordonner les équipes et tout ça. Bonjour, notre projet est destiné à des particuliers pour survoler des zones difficiles d'accès, y détecter des mousses et vaporiser directement du désherbant sur ces zones de mousse. Donc notre projet se compose en 3 parties. Tout d'abord ma partie qui est destinée à la construction de plusieurs pièces sur le drone. Puis celle d'Antoine. Donc moi je gère le déplacement automatique du drone. Donc il crée son parcours tout seul et il l'applique pour couvrir tout le toit. Et moi, à partir d'Antoine, je récupère des variables qui vont me permettre de traiter des images et donc de repérer les zones infectées par la mousse pour ensuite ordonner la commande de vaporisation. Donc notre projet, c'est un lanceur automatisé de balles de ping-pong qui doit détecter le joueur et envoyer la balle là où le joueur n'est pas. Donc c'est la problématique principale qu'on a eue. Ça, c'est la modélisation Inventor qu'on a faite à partir d'internet sur un logiciel. Donc les principales difficultés pour notre projet, c'était trouver comment envoyer la balle et comment faire bouger le système. Il y a le codage aussi qui a été une grosse partie dont un collègue à moi s'est occupé, mais il n'est pas là. Là, on a la partie qu'on a réalisée nous, donc avec des budgets plus réduits parce qu'on n'a pas de l'argent en illimité. Donc c'est un peu le même système que sur Inventor, mais en moins cher, on va dire.
Donc là on peut voir le ressort qui est sur la vidéo, les deux cams ici, je sais pas si on les voit, qui sont censés armer le ressort, les balles qui arrivent ici avec des modélisations qu'on a faites sur Inventor, des moteurs pour armer tout ça. Ici on a la boîte qui va faire tourner le plateau pour choisir les niveaux de difficulté qui sont de 4. Donc suivant le niveau de la personne qui joue, on peut adapter le système pour qu'il puisse jouer tout seul. Donc c'est un système qu'on peut se servir en particulier pour les personnes qui veulent s'améliorer au ping-pong chez eux ou alors dans les écoles pour les élèves qui débutent complètement et qui ne peuvent pas jouer à deux car ils sont trop faibles. Donc ça peut être aussi un moyen d'aider les personnes à s'améliorer dans le tennis de table en solitaire. Voilà. Donc nous, notre projet, c'est le ramasseur de balles de tennis automatique. Donc il consiste à pouvoir ramasser les balles de tennis sur un terrain de tennis de façon automatique, donc sans action humaine. Donc ça se compose en 5 grandes parties. Donc une partie diriger le robot, donc c'est par rapport à la direction qui se trouve ici. La partie propulser le robot, donc c'est tout ce qui est moteur, poulie, courroie. Une partie ramasser la balle, donc qui marche avec l'hélice qui est ici. Et une partie analyser et commander le robot. Donc tout d'abord, pour propulser le moteur, le robot, on a utilisé un moteur, donc qui est ici, qui marche avec une poulie courroie et qui alimente, qui fait bouger les roues. Ensuite, on a utilisé un balai qui va emporter les balles et grâce pareil à un moteur et qui va le renvoyer dans un sac qui est plus loin. Ensuite, on a la partie direction, donc qui se trouve ici. Pour ce faire, on utilise un servomoteur. Un servomoteur, donc c'est un moteur qui est plus précis, qui permet une plus grand couple. Merci. Donc le servomoteur va diriger un élément qui est créé sous imprimante 3D et qui va faire bouger les roues selon notre dernière partie, qui est la partie analyser et commander notre robot. Donc cette partie, elle marche grâce à une caméra, donc une caméra couleur qui utilise un code RVB, le code RVB de la balle de tennis, donc qui est ici, et selon un repère XY, la caméra va pouvoir voir où se situe la balle dans ce repère XY. Et grâce à ça, les données vont être envoyées au servomoteur. Le servomoteur va diriger nos roues pour aller vers cette balle-là. Le moteur va être propulsé et théoriquement, ça va ramasser nos balles. Donc voici en gros notre projet. Donc le projet il marche, la direction fonctionne, la partie propulsée fonctionne, partie ramassée fonctionne aussi. Donc pour juin, on aura quelque chose qui fonctionne. Donc, bonjour à tous. Donc je vais vous présenter notre projet, donc le lanceur de popcorn. Donc en fait le principe c'est que quand on est en face de la machine, il suffit de dire le mot popcorn et en fait la machine va orienter le canon de façon à recevoir le popcorn directement sur son visage. Donc c'est pas forcément très précis, mais on fait de notre mieux. Donc j'ai fait ça avec mes camarades donc, de Terminal S, SI, du lycée Niepce de Chalon-sur-Saône. Donc là on va procéder à une petite démonstration. Donc popcorn. Donc là comme vous voyez, ça c'est un peu parti à côté, mais tout ça c'est dû au frottement qu'on a négligé. Donc on va refaire une autre petite. C'est bon? Popcorn. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Voilà
créé pour les Olympiades un gant traducteur de langage des signes. Donc ce gant, par l'intermédiaire des capteurs de flexion, vient détecter la flexion des doigts. Et ça c'est retranscrit sur l'ordinateur qui vient afficher les lettres. Et en faisant lettre par lettre, on va arriver à créer le mot. Et le mot va être lu ensuite par l'ordinateur et il va produire un son. Il va lire le mot. Donc là par exemple on a des lettres comme le A. Et quand on met la main à plat, ça dit la fin du mot et on va lire la lettre. Alors bonjour, je représente le lycée Gustave Eiffel de Dijon et je vous présente ici notre projet, l'imprimante 3D chocolat. Donc notre système se base sur une imprimante 3D normale qui peut fonctionner avec du plastique, sauf qu'on a pris ici comme matériau du chocolat, comme vous pouvez le voir ici. On est en train d'effectuer une pièce. Donc le but de ce système est pour les chocolatiers, on aurait l'utilité d'effectuer des formes assez difficiles, complexes à faire soi-même, qui demandent beaucoup de temps, alors qu'avec une imprimante comme celle-ci, on pourrait faire une pièce très difficile en très peu de temps et sans défaut. Bonjour, donc nous allons vous présenter notre projet PPE. Donc on a fait un robot qui résout les Rubik's Cube standards. Donc il est composé en 4 parties. Donc on a ici la tête qui peut tourner. On a ici un anneau de blocage qui permet de faire tourner les couronnes quand la tête tourne. On a une bascule qui va faire pivoter le cube sur cet axe-là. Et enfin on a une crémaillère qui va faire monter ou descendre le cube dans les différentes parties. Avec ces parties on peut faire tous les mouvements nécessaires à la réalisation du cube. Donc là il commence par scanner toutes les faces du cube. Donc on a un scanner, on a un capteur de couleur qui est juste derrière. Donc en fait il va scanner chaque face du cube jusqu'à reconstruire le patron du cube complet. Ensuite, donc, cette opération met environ 2 minutes. Une fois qu'il a tout le patron, il va trouver une solution assez rapide à la réalisation. Donc là, il reste encore pas mal de scans. Et une fois qu'il a tout trouvé, il va modifier les couronnes directement avec un enchaînement de mouvements. Donc on a décidé de créer un punching ball intelligent. Donc notre punching ball intelligent, le but, ça serait tout d'abord de pouvoir afficher une force émise, de pouvoir proposer un programme d'entraînement à l'utilisateur constitué de 3 niveaux de difficulté, facile, moyen et difficile, et de proposer un programme qui afficherait les dépenses d'énergie. Donc comment est-ce qu'on a fait? On a mis un potentiomètre rotatif à ce niveau-là, qu'on a conduit en rotation grâce à un rayon de vélo qui passe dans une pièce qu'on a imprimée à l'imprimante 3D qui permet de guider en rotation ce rayon de vélo. Donc l'angle qui est exercé par le punching ball est retransmis complètement au potentiomètre rotatif. Ensuite, par une formule, l'angle calculé par ce potentiomètre rotatif va se transformer en une force qui sera affichée par l'afficheur. Donc cette formule, comment est-ce qu'on l'a eu? On a modélisé ce punching ball sur Inventor. On a fait plusieurs simulations où on a appliqué une force et on a regardé l'angle que ça donnait. Après plusieurs simulations, on avait plusieurs données, on en a déduit une formule. Donc cette formule, c'est celle que j'ai donnée à Christian et c'est celle qui m'a permis d'afficher la valeur de la force en fonction de l'angle parcouru. Alors notre projet consiste à créer une armoire intelligente. Donc pour ça on va utiliser un téléphone portable comme interface homme-machine pour contrôler toute l'armoire. Donc on a créé une application qui consiste à descendre un bras où il y a un cintre ou un caisson avec des rayons. Donc pour ça on va utiliser le Bluetooth.
et la technologie NFC. Donc c'est ce qui se trouve dans les cartes de crédit pour payer directement sans rentrer son code. Donc on va faire un exemple. Par exemple, je lis le tag NFC qu'il y a dans ma veste. Ça me fait descendre le... Donc là ça a bugué. Donc la penderie descend dès qu'on détecte veste. Et par exemple, on peut faire la même chose. Et si on met, par exemple, on écrit dans le tag rayon jean, le caisson qui est ici, qui est normalement en hauteur, va descendre. Et ensuite, le rayon où les jeans sont dedans, et il va se tirer. Et on va pouvoir sélectionner notre jean. Et ensuite, via l'application, on peut faire le chemin inverse. Ça arrange le rayon et ça remonte le caisson. Donc notre projet était de concevoir un distributeur automatique pour l'alimentation des chevaux. Donc le tout doit être autonome en énergie. Donc nous trois on s'est occupé de la partie mécanique et puis l'autre groupe s'est occupé de la partie électrique, donc tout ce qui est alimentation des moteurs qui peuvent exister. Alors pour ce qui concerne la partie électrique du projet, l'innovation, c'est que ce projet fonctionne avec de l'énergie solaire, donc il est autonome en énergie. Vous pouvez voir ici la partie vraiment électrique du projet. Donc, et ici le panneau solaire. Attendez, là. Voilà. Il fonctionne grâce à ce panneau solaire. Là. Donc c'est un projet qui est innovant et on travaille en équipe avec les e-tech pour la partie opérative du projet. Donc notre projet est une horloge impermanente à eau, donc qu'on pilote grâce à des cartes Arduino. Moi, Aurélien, Lucas et Baptiste, on s'est occupé de la programmation et Alexandre et Benjamin se sont occupés de la partie mécanique et des simulations. Donc on pilote nos deux moteurs en X et en Y pour tracer d'abord le cercle toutes les 2 minutes, puis les aiguilles. Donc d'abord celle des heures, puis celle des minutes. Donc le principe en fait c'est que l'heure disparaît à peu près toutes les minutes. Et donc on retrace les aiguilles toutes les minutes. Le cercle se trace toutes les 2 minutes afin d'avoir donc toujours l'heure qui s'actualise. Pour devenir ingénieur, quels conseils est-ce que vous pourriez donner à nos jeunes qui se destinent à ces formations? Des qualités. Alors je pense qu'il faut avoir une certaine empathie, parce que quand on est cadre, on va être responsable, comme on l'a dit. Donc on va être amené à travailler avec des techniciens, à être amené à partager des projets, à avoir des collaborations. Donc il faut quand même être ouvert, souriant. Ça paraît rien, mais c'est très important dans la manière d'avoir une relation avec les gens et qui peut, on va dire, permettre de mener à bien beaucoup de choses. Si on n'est pas avenant, il y a beaucoup de choses qui ne se feront pas, malheureusement, même si on est le meilleur du monde. Donc ça, je pense, c'est très important. Deuxième chose, j'y reviens, je m'excuse, mais l'adaptabilité, je pense, c'est vraiment très important d'être flexible, s'adapter à beaucoup de choses. Mais ça, je pense, ça va avec la curiosité et tout ce qui est, je pense, nécessaire pour arriver à une certaine compétence en tant qu'ingénieur. Dans les qualités de l'ingénieur, il faut être pragmatique. Et être pragmatique, ça veut dire, ça se traduit par une démarche scientifique. C'est pas juste avoir du flair et dire, tiens, je vais faire ça comme ça, parce que là, vous êtes quasiment sûr d'aller à l'échec. Et on l'a vu, en tout cas, dans les projets que vous avez présentés ce matin, c'est que vous aviez une démarche. Ce que vous avez apporté avec vous, c'était quelque chose de réfléchi, d'abouti, pas forcément de fini, mais il y avait de la réflexion et ça c'est indispensable, on doit réfléchir quand on est ingénieur, on ne fait pas les choses au hasard. Un point qui est super important, encore peut-être plus aujourd'hui qu'hier, c'est que l'ingénieur il va être polyglotte. C'est-à-dire que parler le français puis l'anglais, c'est bien,
Mais aujourd'hui, ça c'est la norme. C'est le minimum. Et même avec ça, c'est pas assez. Il faut absolument que vous, dès aujourd'hui, vous prépariez à parler couramment une troisième langue vivante. Que ce soit de l'allemand, de l'espagnol, du chinois, il faut y aller quoi. Il faut aller au charbon et ça, c'est pas facile. Et peut-être un dernier point. Un dernier point, effectivement, c'est la polyvalence. La polyvalence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas centré sur vous-même. Vous êtes capable d'aller voir ce qui se passe ailleurs, d'avoir la curiosité pour vous en imprégner et pour pouvoir retraduire, reformuler et vous resservir des informations et des éléments que vous aurez pu collecter. Vous l'avez découvert avec vos projets, un ingénieur, à ma connaissance, pratiquement quels que soient les métiers qu'il occupe, va vivre en mode projet, en tout cas dans l'industrie. Vous avez commencé à découvrir avec vos projets ce que c'est que la vie en mode projet. La vie d'un ingénieur, c'est ça tous les jours. C'est-à-dire que quel que soit son domaine de compétence ou autre, la plupart des temps, l'ingénieur n'est pas là pour être l'expert. Il y a des gens dont c'est le métier, qui sont des experts de qualité, de logistique, d'achat, de choses comme ça. Et la qualité première, je pense, d'un ingénieur, c'est justement d'être capable d'entendre les messages de tous ces gens-là, qui sont des sons de cloche différents, parfois antinomiques. Et la force, c'est de savoir tout mettre dans un sac, d'en faire une synthèse et d'en sortir le meilleur. Et à ce titre-là, il faut, comme l'ont dit mes collègues, avoir une bonne dose d'empathie, une bonne dose, on va dire, de gestion des relations humaines. Donc ça veut dire qu'on ne parle pas de la même façon à un qualiticien qu'à un logisticien, qu'à un acheteur, qu'à un marketeur. Il faut savoir s'adapter à ses interlocuteurs et puis surtout garder tout par force une grande curiosité d'esprit pour aller se nourrir de tout ce qui se passe autour. Que les femmes ingénieurs ne sont pas en nombre. Et pourtant c'est un tort. C'est un tort parce que au sein d'une équipe, d'avoir une équipe polyvalente mais représentée avec aussi bien des hommes que des femmes, et ça apporte vraiment un plus, parce que la femme a un autre regard sur la façon de travailler, sur l'objet qu'on est en train de créer, sur la méthode. Et puis, également, je trouve, parce qu'on a quand même quelques-unes chez ADEX Technologies, que les femmes sont relativement efficaces au travail. Même si on a tendance à dire, ça blablate, machin, ça prend des cafés, et je suis désolé, alors quand ça bosse, ça bosse. Nous les mecs, on ne pourrait pas dire, mais on est quand même assez vite distraits. Donc rien que pour ça, il faut des femmes dans nos équipes. Alors, mon expérience dans ce domaine, donc laboratoire de recherche. Oui, donc laboratoire de recherche donc en physique des particules, finalement milieu des chercheurs hommes-femmes à peu près équilibré. En revanche des services techniques, donc mécanique, électronique, un peu plus, voilà. Électronique assez partagée hommes-femmes aussi. En revanche atelier mécanique 100% masculin. Et quand vous êtes jeune ingénieur, que vous débarquez dans un atelier mécanique et que vous parlez de process qualité, de sécurité, etc., ça peut être compliqué. Et finalement, je pense que d'être une femme a été un atout, parce qu'en fait, on me donne ma chance là où un homme, on aurait peut-être été dans la confrontation tout de suite. Ça, c'est mon expérience propre, personnelle. Je pense que ça peut être effectivement un atout. On est peut-être un peu plus dans la pédagogie, on prend plus le temps là où certains vont être plus dans le conflit. Maintenant, ça peut paraître un peu stéréotypé, mais c'est du vécu. Après, dans le milieu de la recherche, l'expérience, c'est quand même... J'ai l'impression que la parité est assez respectée. J'ai également vu beaucoup d'hommes prendre un 80% pour s'occuper des enfants à un moment ou à un autre. Voilà, je pense que le milieu de la recherche, c'est peut-être un peu différent. Mais effectivement, je pense qu'être une femme, pour moi, plutôt un atout. Après, être jeune mère de famille, la question peut être ouverte et c'est peut-être plus compliqué. Déjà enfant, moi j'étais passionné par le machinisme agricole. Mon père rêvait sûrement que je fasse l'école d'ingénieur, donc c'est une façon aussi de retomber là-dedans. Donc je passais beaucoup de temps à l'usine là-bas pour comprendre comment c'était fabriqué, tout le processus de fabrication, etc.
Et malheureusement, au bout d'un an, je me suis blessé et je suis rentré en France. Et voilà, le poste de conseiller financier, il est arrivé comme ça, encore rien à voir avec ce que je faisais. Mais étant donné que j'avais suivi un peu de management et business à la fac où j'étais, ça c'est sur le papier, dans la pratique je ne dirais pas le nombre d'heures que j'ai suivi là-bas, mais ça m'a au moins permis d'intégrer la formation du Crédit Agricole. C'est mon équipe de basket qui m'a trouvé ce travail. Donc une formation pour devenir conseiller clientèle au Crédit Agricole. Donc j'ai passé 2 ans au Crédit Agricole. Et voilà, j'ai découvert le monde de la banque et un peu le monde de l'entreprise aussi, puisque je passais beaucoup de temps avec les conseillers professionnels pour me former. Et puis du coup, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de chefs d'entreprise. On parlait de la peur de se lancer tout à l'heure. Et je pense que cette étape à la banque, moi, m'a permis de me rendre compte que finalement, c'était pas si insurmontable que ça. Et on parlait de passion. Et là, c'est vraiment la passion aussi qui a repris le dessus, puisque à l'issue de ma formation, on m'a proposé un contrat à durée indéterminée. Et moi, dans le même temps, voilà, le fauteuil que j'avais ramené des États-Unis plaisait beaucoup aux joueurs que je rencontrais dans le championnat, puisque c'était une marque inconnue. Et les gens me disaient d'où ça vient, etc. Donc je commençais à les mettre en relation. Et à force, je me suis dit pourquoi pas créer une petite auto-entreprise. Donc dans le même temps, je travaillais à la banque et j'ai créé une auto-entreprise pour pouvoir faire de la mise en relation. Au départ, je ne pensais vraiment pas en faire mon métier plus tard. Mais voilà, voyant que ça me prenait de plus en plus de temps et que ça me plaisait aussi de plus en plus, je me suis dit pourquoi pas. Et au moment de signer le CDI, j'ai préféré refuser pour créer une entreprise vraiment de distribution de matériel médical. Et voilà, au départ je faisais uniquement du matériel handisportif et voyant que les besoins des personnes sont souvent les mêmes après un accident, on a une contrainte pour le retour à domicile, une contrainte pour l'aménagement de son véhicule, pour le choix de son matériel, et les besoins sont les mêmes. Donc voilà, j'ai été amené à élargir mon catalogue et voilà, tous les produits qu'on commercialisait à la base, c'était des produits qui venaient de l'étranger. Et voilà, depuis quelques temps, on a pris un virage, nous, maintenant, dans l'entreprise, c'est de se dire, pourquoi pas essayer, nous, de faire des choses en France, mais je crois qu'on y reviendra tout à l'heure. Voilà. Je vous laisse vous présenter, Monsieur Rosier, et puis simplement nous dire en quoi vous avez fait plein de collaborations avec des établissements d'enseignement. Pourquoi, et nous expliquer un peu en quoi il consiste. Bonjour à toutes et à tous. Donc Christian Rosier, je représente le groupe Elitis. On est un ingénieriste, donc on fait de la conception dans le secteur du bâtiment, en particulier des bâtiments à trop haute efficacité énergétique. Alors, juste avant de répondre à la question, vous êtes en études, on parle d'ingénieur, quel que soit ce que vous allez faire, profitez quand vous vous direz j'ai envie de rentrer dans la vie active. Avant de rentrer dans cette vie active, si vous avez envie de tenter une expérience, un projet personnel, concevoir, entreprendre, allez-y. C'est le moment rêvé dans une vie. J'ai 47 ans, je n'ai peut-être qu'un seul regret, moi, c'est de ne pas avoir, parce que mes parents ne m'ont pas poussé, parce qu'il n'y avait pas ce qu'il fallait pour aller, sans doute à l'époque, avoir tenté une expérience personnelle au départ d'entreprendre. Aujourd'hui, tout permet de le faire. Et même si vous tentez, au bout de 6 mois, vous vous plantez, cet échec, ça sera pour vous 10 marches que vous franchirez d'un seul coup. Et vu de l'entreprise que je suis, et potentiellement du recruteur que je suis, quelqu'un qui a tenté, qui a voulu innover, qui a voulu tenter une expérience, c'est jamais vu comme un échec, c'est vu comme une qualité. Donc retenez ça, s'il vous plaît. Profitez de cette chance-là. Donc je réponds à la question. On parle d'entreprendre et d'innover. Entreprendre, innover, ça ne se fait pas qu'avec des vieux qui ont des cheveux blancs, ça se fait avec des hommes, des femmes, des gens qui sont des férus de science, des gens qui sont complètement débutants et qui sortent de l'école. Le premier projet que j'ai fait sur Dijon, c'est imaginer concevoir la tour Elitis à Dijon, qui est un bâtiment qui a fait le tour du monde. Je l'ai fait avec 5 ingénieurs qui étaient en stage au départ. Et je les ai fait bosser, je les ai fait rêver. Et ils m'ont fait rêver. Et quand un vieux et un jeune rêvent en même temps, c'est sympa. Je vous garantis que c'est sympa. Et donc, fort de ça, moi je me suis toujours dit que, et je me remets dans votre place, j'aurais aimé que les entreprises viennent plus et s'immergent plus dans la vie du monde de l'enseignement. Et je pense qu'il ne doit pas y avoir un mur, ça doit être un ensemble.
Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je crois beaucoup et je suis investi, et on s'investit pas suffisamment encore, mais un peu dans le monde de l'enseignement, c'est pour cette raison, parce que je pense que de toute façon, cette passerelle, elle est indispensable. Avec Alain Dupuis, on a travaillé, et avec des profs, ici présents, je pense, je ne les ai pas forcément vus, pour essayer de faire un outil qui est, à partir de la Toolitis, un logiciel, enfin un site internet qui vous permettra, vous, demain, en STI 2D, de vouloir vous immerger sur un cas concret pratique. Pourquoi on a fait ça? Parce que notre métier, il est compliqué parfois à expliquer, à comprendre, et je me suis dit, l'éducation nationale n'aura jamais la capacité financière de pouvoir faire un banc d'essai grandeur nature. Comme on a un bâtiment qui est encore pas trop mal, hein, même si les choses évoluent, on s'est dit, ça serait peut-être intelligent, à partir de ce bâtiment, pouvoir en faire un socle et un cas comme un travaux pratique grandeur nature. Voilà, c'était l'idée. J'espère que quand vous le découvrirez dans les années qui viennent, vous direz, finalement, il avait peut-être raison. On fait d'autres partenariats avec des écoles, l'Université de Bourgogne, l'Université de Cergy-Pontoise, l'Université de Strasbourg, l'Université catholique de Lille. C'est principalement aujourd'hui des réflexions que j'ai en partenariat pour créer des nouvelles filières, des nouvelles formations, en particulier sur le management de la performance énergétique, parce que c'est mon domaine. Et ce que je trouve intéressant dans ces relations-là, c'est qu'on est en train d'échafauder des cours, des enseignements qui sont avec le monde académique et puis le monde de l'industrie. Et je m'aperçois que quand on fait fusionner les deux, l'enseignement qu'on propose est intéressant. Et la dernière expérience que je suis en train de mener, c'est avec l'Université catholique de Lille, où on essaie de faire un Master 1, Master 2, qui va s'appeler peut-être Manager de la performance énergétique, je ne sais pas encore exactement le titre. Et ce qui est sympa, c'est de voir qu'on est en train de réunir des gens qui sont du domaine de l'économie, de la sociologie, du droit, des sciences techniques comme l'ingénierie, pour essayer d'imaginer des nouvelles formes de formation de filière, parce que ça a été dit, mais je le redis, aujourd'hui, plus ça ira, plus les approches en termes d'innovation ou en termes de création, c'est des approches qui sont transverses, globales. On a besoin de super spécialistes, on a besoin aussi de gens qui sont capables de faire matcher des gens spécialistes dans leur domaine. Voilà. Il n'y a pas une réponse vue dans son spectre, c'est très large. Voilà. En quelques secondes, j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit M. Rosier. Deux choses qui étaient extrêmement justes et qui sont aussi la réalité de notre entreprise actuellement, de Coca-Cola Entreprise, et même de l'usine à PPE. D'une part, la première, c'est la passion. La passion, quel que soit votre métier, dans votre démarche, qu'elle soit personnelle, elle peut très bien rejaillir sur votre domaine professionnel et vous permettre de faire la différence devant les recruteurs. C'est ce qui vous conduira sur des projets sur lesquels vous ne disiez même pas qu'ils existaient. Donc ça, super important. Et travailler votre passion, l'entretenir. Deuxième chose, ce décloisonnement entre les établissements scolaires, les entreprises privées, les associations environnementales. Essayer de travailler d'une manière collaborative, s'ouvrir pour essayer de construire en fait la réalité qui sera la réalité de demain.